que je fais de la veille. Oh, OK, ça enregistre, parfait. Donc, ça fait 17-18 ans que je fais de la veille stratégique. Un point important à mentionner ce matin, c'est que la présentation du dossier de recherche, c'est sur l'intelligence artificielle, mais moi, je ne suis pas une spécialiste de l'intelligence artificielle. Je suis spécialiste de la recherche d'informations, colliger, synthétiser, puis présenter les sujets. Donc, à la fin, sur les questions, c'est sûr, j'en ai vu beaucoup en faisant la recherche passée, mais ça se peut qu'il y ait des trucs techniques là, que je ne puisse pas vous répondre parce que ce n'est pas mon domaine spécifique, l'intelligence artificielle. Un autre point aussi, je crois que Pascal ne l'a pas mentionné, vous pourrez avoir la présentation PowerPoint d'un PDF à la fin. Vous aurez juste à contacter le RAC, l'Espace régional d'accélération de votre région, pour avoir le dossier, soit en format PowerPoint ou il est disponible aussi en ligne sur le site de la MIR avec un mot de passe là, qui pourra vous être envoyé par votre RAC. Avant de commencer, je veux juste vous aviser, c'est un gros dossier de recherche. Ce que je vous présente aujourd'hui, je l'ai monté en document PowerPoint. Mais c'est pas un document PowerPoint qui respecte les règles de marketing, là. C'est pas léger avec deux mots et des images, là. C'est un document de référence. Puis j'ai choisi de le mettre en PowerPoint pour avoir de l'information en bullet point, là, parce que vraiment, les gens qu'on cible, c'est des PME et non des VP de multinationales qui aiment ça lire des documents de 120 pages, là. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de plus rapide puis qui peut servir aussi à vous le présenter à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de texte dans le document. Puis l'idée, c'est pas que je vous présente toutes les pages, tous les points aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on fasse un tour ensemble global d'un peu tout ce qui contient. Puis après ça, selon les sujets qui vous intéressent, après, vous pourrez aller consulter le PDF puis lire tous les petits points là, qui s'appliquent un petit peu plus à vos besoins. Donc, si ça vous va, on part. De toute façon, je pense que vous êtes muté, fait que même si ça ne vous va pas, on part. Je vais partager mon écran. Bon, je n'ai pas les mêmes options qu'il y a dans mon test hier. Celui-là. Il est ailleurs, ici. Bon. Et là, vous devriez être en format présentateur. Si ça ne marche pas, quelqu'un lâchez-moi un whack. Donc, je pars. Donc, le dossier aujourd'hui s'appelle Intelligence artificielle des applications concrètes pour PME. Ce que je vous propose comme présentation pour l'heure qui suit, c'est ce qui suit. Donc, premièrement, un petit contexte, une mise en situation au Québec, où est-ce qu'on en est. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quelles technologies exactement qui sont impliquées là-dedans, les avantages et les défis, juste pour mettre tout le monde à niveau. Après ça, les trois types d'intelligence artificielle qui existent. Rapidement, là, on va pouvoir regarder des exemples. Puis le gros morceau, c'est le point 3, donc des applications par département. L'idée ici, c'était de montrer aux PME qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle parce que souvent, les solutions qu'on voit, c'est des solutions qui coûtent des centaines de milliers de dollars, donc c'est pas vraiment accessible pour des PME au Québec. Puis comme c'est surtout ça notre tissu économique, ça, c'est moins approprié. Donc l'idée, c'était d'aller ressortir des exemples qui pouvaient être plus utiles pour nos entreprises ici. Puis moi, je les ai classés par département pour essayer de vous mettre ça un peu plus clair, là. Donc, selon où est-ce que vous voulez travailler en premier, là, vous pourrez aller voir les exemples selon le département qui vous intéresse. Ensuite, un petit point sur comment on intègre l'intelligence artificielle une étape à la fois. On achète ou on développe. Puis un gros morceau à la fin, je fais tout le temps un paquet de ressources pour des solutions qui existent, des outils, la formation, du financement, des consultants. Ce n'est pas des listes exhaustives, mais c'est vraiment pour vous donner une bonne liste de départ pour démarrer avec quelques pistes pour vos recherches Google. Donc, on commence. Contexte. Situation au Québec. En 2024, Microsoft a fait un sondage auprès d'entreprises canadiennes de 250 employés et moins, 300 dirigeants. Puis on est ressorti qu'il y a 75 des dirigeants veulent intégrer l'intelligence artificielle dans leur entreprise. 57 disent déjà l'utiliser souvent, actuellement dans l'entreprise. Souvent, vous allez voir aussi que c'est dans les trois types d'IA, là, présentement, c'est surtout de l'IA générative qu'on utilise. 37 disent avoir déjà investi dans la dernière année en intelligence artificielle. Les motivations pour adopter l'intelligence artificielle, c'est principalement les gains de productivité et l'agilité, puis l'amélioration du service à la clientèle. Tout ce qui est marketing, c'est très développé, donc c'est un gros morceau. Parmi les obstacles mentionnés, c'est sur la confidentialité des données. Toute l'intelligence artificielle est basée sur
le fait d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de data, donc comment qu'on le protège de la cybersécurité, puis comment qu'on respecte les lois de la confidentialité, ça, c'est des gros morceaux. Au niveau des technologies que ça implique quand on parle d'intelligence artificielle, il y en a plusieurs, mais en gros, on va parler d'analyse de langage écrit, donc extraire l'information de beaucoup de textes, de la reconnaissance vocale, de la génération de langage naturel, de la reconnaissance des formes ou d'analyse d'images, tout ce qui est apprentissage automatique, puis automatisation après ça de nos robots, de nos cobots. Donc ça, c'est toutes des technologies qui vont être impliquées quand on va commencer à implanter des solutions avec de l'intelligence artificielle. Au niveau des avantages, premièrement, c'est réduire les coûts d'exploitation. C'est sûr que d'automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée, ça a un impact rapide sur vos coûts d'exploitation. Réduire les temps d'arrêt machine par la prédiction, la maintenance préventive aussi. Accélérer des processus, optimiser ses ressources en augmentant l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, réduire les erreurs, etc. Il y en a plusieurs. Puis à l'inverse, au niveau des défis, il y en a beaucoup aussi. Là, j'ai 2 slides. Donc, le premier, c'est ça, c'est la complexité pour une PME parce que souvent, les ressources ne sont pas disponibles à l'interne pour pouvoir faire ça. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on doit... Il y a une grosse courbe d'apprentissage. Au niveau du coût aussi, dès qu'on veut personnaliser une solution, ça peut rapidement augmenter en termes de coût. Un petit conseil ici, ça va être de définir clairement ses objectifs pour savoir où commencer, puis commencer petit. On va revenir à ça là, plus tard là, pour pas automatiser tout d'un coup, tout le système, puis y aller avec les temps qu'à, là. Donc, vraiment y aller par petites itérations. Le délai de rentabilité aussi, c'est un bon défi. Une fois que vous avez implanté votre système d'intelligence artificielle, les résultats qui vont sortir en premier ne sont pas nécessairement encore fiables, efficaces, là. Il y a beaucoup d'ajustements qui vont devoir être faits, puis de vérification des données qui ressortent de ça. Donc, ça peut prendre un petit délai là, avant que votre ROI soit intéressant sur une technologie qui fonctionne. Puis, ben, c'est sûr que au niveau des autres défis, la protection de la vie privée, dépendance aux données, ça, c'est des gros morceaux aussi qui vont aller toucher particulièrement les PME. Les types d'IA. Donc, il y en a 3. Le premier, la plus connue, c'est l'IA générative, Gen AI, là, souvent qu'on voit en raccourci sur Internet. Le but, c'est de produire du contenu. Donc, on a par exemple de la recherche sémantique. Vous allez analyser plusieurs données d'entreprise, qui soient structurées ou non, pour essayer de trouver de l'information sémantique là, en phrases, plutôt qu'en mots-clés et en opérateurs booléens, comme les veilleurs comme moi on fait présentement, que ça soit plus convivial. Ensuite, de la production de résumés, de la production de contenu. Ça peut être de la production du texte, rédiger des courriels, produire des images, des vidéos en beaucoup moins de temps. Puis de l'extraction d'informations à partir d'un paquet de documents qui ne sont pas toujours structurés dans l'entreprise et qui peuvent être sous différents formats. Donc, ça, c'est un autre exemple de IA générative. Le deuxième type, c'est l'IA prescriptive. Celle-là est destinée à analyser, résoudre, automatiser des problèmes complexes. On va parler ici d'un problème où est-ce qu'il y a beaucoup de variables. Puis, ça devient pratiquement impossible pour l'être humain là, de prendre en compte toutes les variables dans l'algorithme. Donc, c'est l'IA prescriptive qui prend la relève ici. Des exemples de ça, de la planification promotionnelle. Quand est-ce qu'on devrait faire la promotion d'un produit plutôt qu'un autre pour maximiser les retombées? Optimiser l'espace d'étalage pour minimiser, par exemple, des voyages de réapprovisionnement si vous devez alimenter des magasins. Planification de chargement de véhicules, planification d'itinéraires ou des ressources pour trouver l'horaire le plus efficace possible en termes là, ça peut être en termes de temps, en termes de carburant, etc. Donc, ça, c'est vraiment au niveau prescriptif. Donc, analyser, résoudre des problèmes très complexes avec plusieurs variables. Puis, le troisième, c'est l'IA prédictive. Là, on parle ici de boule de cristal un petit peu plus là, pour nous. Là. C'est destiné à prédire une situation. Donc, l'idée ici, ça va être c'est un niveau encore plus profond, c'est du deep learning. Là. Donc, l'idée, c'est que nous, on n'aurait pas vu des patterns ou des tendances se dessiner. Puis, l'intelligence artificielle, vu qu'elle est capable d'assimiler autant de données en même temps, elle va être capable de voir des choses que nous, on ne voyait pas, qui vont se recouper puis qui vont pouvoir avoir une meilleure précision dans nos prédictions. Donc, par exemple, prédire des ventes,
prédire la demande, gérer son stock avec des alertes, par exemple, qui peuvent nous dire, oh, là, tu vas manquer de telle pièce, il faut que tu le commandes d'avance, il y a des délais de livraison, etc. Donc, là, on va parler vraiment de IA prédictif. Application par département. Donc, ici, c'est le gros morceau. Comme je vous ai dit, je l'ai décortiqué en différents départements. Puis, pour chacun d'eux, j'ai mis au début des exemples généraux d'applications. Puis après ça, j'ai ajouté des études de cas d'entreprises québécoises qui en ont fait dans ce domaine-là, puis qu'est-ce que ça leur a donné. Donc, c'est tout le temps sur le même modèle. Je ne vous présenterai pas toutes les études de cas. Je vais vous en présenter, je pense que j'en ai une à quatre là, selon les départements. Fait que selon où est-ce qu'on est rendu, je vous en présenterai quelques-unes. Vous pourrez aller lire les autres là, s'il y a des départements qui vous intéressent davantage. Donc, au niveau de l'administration, des exemples d'applications, automatisation de la paye, des avantages sociaux. Ça peut tout aller gérer les conventions collectives aussi, là, avec les différents critères. De la transcription de texte, du traitement intelligent de documents. Donc, ça peut regrouper toutes vos données qui vont provenir de sources internes, externes, puis les retrouver facilement. Donc, ça peut venir de courriels, de messages vocaux, téléphoniques que vous laissez sur votre téléphone dans des applications d'enregistrement, des factures, votre site web, etc. Puis ça peut toutes les regrouper à la même place. Puis là, ben, on parle à ce moment-là de bases de données intelligentes. J'ai mis une information qui est intéressante, là, qui disait qu'en moyenne, un employé perd le tiers de son temps de travail à chercher de l'information. Quand on parle de l'intelligence qui peut permettre d'automatiser des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, là, et là, ça va vraiment augmenter votre coût, améliorer votre coût d'opération si vous réussissez à diminuer le temps ou est-ce que les gens font juste le perdre à chercher la bonne réponse pour le document, la version la plus à jour possible. Études de cas. Donc, je les ai toujours mis en forme de la même façon. C'est comme une fiche, là. Donc, en haut, automatisation des factures, c'est le sujet de l'étude de cas. En dessous, objectif Lune, par exemple. Ici, c'est le nom de l'entreprise. Après ça, si c'était pas évident, j'ai mis dans c'était quoi l'industrie exactement de cette entreprise-là, puis le consultant qui a travaillé sur ce projet-là. Puis après ça, 3 colonnes, rapidement, c'était quoi la situation, c'est quoi la solution qui a été implantée, c'est quoi les résultats. Si vous voulez aller plus loin sur des cas, vous allez voir à la fin, j'ai toutes les sources. Vous pourrez aller regarder là, qu'est-ce qu'il y en a, puis aller lire l'étude de cas au complet. Donc ici, le premier que je vous présente en administration, c'est l'automatisation de factures. Dans ce cas-ci, c'est l'entreprise Objectif Lune, une entreprise qui gère les factures de tous ses clients. Donc, c'est partout dans le monde, c'est des gros clients, c'est des grosses factures, c'est des factures de souvent plusieurs pages qui sont dans plusieurs langues, là, des dizaines de langues. Donc, traiter une facture pour la numériser puis la mettre dans le système, ça prend normalement de 2 à 8 heures. Puis là, ici, la solution qui a été implantée, c'était permettre d'automatiser la lecture de la facture en reconnaissant les éléments qui s'y trouvent. Donc, l'image que vous voyez à droite, là, ça va être par exemple, c'est quoi la date de facturation, c'est quoi le SKU, c'est quoi les termes et conditions de vente, etc. Fait que pour chacun des clients, les factures sont différentes. L'idée, c'était que le système soit capable on fait juste numériser, le système reconnaît quelle information doit rentrer dans la base de données à quel endroit. Ça reconnaît les images aussi, les textes, les tableaux, etc. Puis l'entreprise est passée d'un temps de traitement de facture qui était de 2 à 8 heures à 5 minutes. Donc, une grosse retombée. Vous avez un autre exemple ici, là, quand il y a des fois, il y a des cas d'entreprises qui voulaient garder l'anonymat, donc c'est inscrit que c'est PME anonymisé. Deuxième département. Chaîne d'approvisionnement et inventaire. Des exemples d'applications ici, donc créer des alertes d'approvisionnement. L'IA peut prévoir des modèles de demande future puis créer des alertes automatiques pour que vous ne tombiez jamais en rupture de stock. Gérer les relations avec vos fournisseurs. L'IA peut évaluer la performance de façon systématique. Est-ce que ce fournisseur-là respecte les délais? Sa qualité de produit est à combien sur 100%? Est-ce que ses produits sont conformes, etc.? Ça peut être un excellent argument de négociation après quand vous renégociez vos contrats pour savoir c'est qui vos meilleurs fournisseurs, là, avoir une chaîne d'approvisionnement qui va être plus résiliente avec cette ressource-là. D'autres exemples, itinéraire de livraison économe en combustible, gestion automatisée de métadonnées. Si vous l'intégrez, l'IA à votre ERP, vous êtes capable d'aller chercher un paquet d'autres d'informations, recherche, recommandation améliorée dans vos propres recherches, suggérer des produits que vous pourriez vendre en complément,
parce qu'il a fait des liens avec d'autres produits qui sont sortis, qui sont vendus. Générer automatiquement des descriptions, des catégories de produits ou des étiquettes. Si vous fournissez, si vous vendez, par exemple, en ligne sur votre site web, des dizaines de milliers de produits, des vis, des boulons, etc., à chaque fois que vous offrez un nouveau produit, puis là, c'est une vis, un corps, etc., bien là, ça peut le générer automatiquement, puis vous sauvez beaucoup de temps. Vous le rentrez dans le système, puis ça peut même se rendre jusqu'à la mise à jour automatique de votre site web transactionnel. Une étude de cas ici, c'est prévision de l'offre et de la demande. Donc, c'est une entreprise, dans ce cas-ci, qui est en recyclage, qui jongle beaucoup avec la fluctuation des prix à l'international. Donc, c'est très difficile à gérer. La solution qui a été développée, elle a été basée sur l'évolution des prix à l'international, mais aussi sur des transactions qui sont rapportées dans des registres publics. Donc, la solution va chercher les données sur des sites spécifiques à chaque fois qu'ils sont mis à jour et sur l'historique interne de l'entreprise. Puis, il y a des tableaux de bord qui sont diffusés à l'interne dans l'entreprise pour pouvoir voir les résultats, puis avoir une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient, puis les coûts des matières. Donc, au niveau des résultats, la prévision de fluctuation des prix est passée à un horizon de 2 mois. Puis le modèle aussi arrive à anticiper toutes les baisses qui risquent d'être supérieures à 30 puis d'envoyer des alertes au département de vente, là, aux représentants pour être capable d'ajuster avant que la forte baisse arrive, puis ajuster les actions de l'entreprise. Dans ce cas-ci, la valeur de l'entreprise a augmenté suite à la mise en place de cette solution-là, puis l'entreprise a été achetée. En termes de fabrication, donc ça, c'est un gros morceau. On a beaucoup de PME manufacturières, des exemples de fabrication de solutions d'IA, planifier, contrôler la production, détecter des anomalies, contrôler la qualité, faciliter vos processus décisionnels. Puis après ça, tout ce qui va mettre de l'intelligence sur vos robots, sur vos cobots d'automatisation dans l'usine aussi. Donc, les deux premiers, je vais les passer rapidement. Je ne veux pas dépasser mon heure, puis je veux qu'on ait un peu de temps pour les questions à la fin. Donc, faciliter les processus décisionnels, vous pourrez regarder, détecter les anomalies. Je vais vous présenter deux cas un petit peu plus complets. Donc, on a ici planification de la production. C'est l'entreprise Mirage qui fabrique du plancher de bois franc. Dans ce cas-ci, l'entreprise avait déjà robotisé une partie de l'assemblage des boîtes de plancher. On appelle ça du nestage là, dans l'industrie. Mais tout ce qui était planification de la production puis gestion des robots, ça se faisait encore avec des fichiers Excel puis des croquis à la main. Donc, l'entreprise se retrouvait souvent à la fin avec soit des ruptures de stock ou soit des surplus de bouts de planche. Donc, l'objectif, c'était d'automatiser à 100 le nestage, de réussir à continuer à automatiser tout le processus de nestage. À ce niveau-là, l'implantation de la solution est arrivé à un amalgame de planches parfaitement équilibrées. Donc, l'IA réussit à voir tout ce qui est disponible, puis qu'est-ce qui doit sortir, combien de pieds carrés doit être par paquet. Puis ça permet de faire une combinaison plus hétérogène dans chacune des boîtes avec le matériel qui est disponible actuellement dans l'usine. Donc, le robot vient désormais répartir les planches dans le bon ordre de façon aléatoire pour qu'aucune boîte soit envoyé au client soit identique. Donc, le client, il ne se retrouve pas avec des bouts de planche avec des couleurs extrêmement différentes, puis quand tu fais ton plancher, ce n'est pas uniforme, ou deux boîtes pareilles, puis que là, tu as de la difficulté parce qu'on dirait qu'il y a un pattern qui se reproduit. Donc, ça, c'est venu améliorer la qualité du produit à ce niveau-là. Puis la solution optimise aussi la quantité là, de bois exactement qui va être dans chacune des emballages. Donc, il n'y a presque plus de stock là, de restants dans l'usine. Cette solution-là a été déployée en 1 mois et demi chez Mirage. La cadence de production a doublé. Puis, la production a été optimisée parce que chaque client a des boîtes de plancher d'une qualité là, où on sait que c'est supérieur et peut-être moins de retour aussi. Un autre exemple en fabrication intéressant, c'est au niveau du contrôle de la production. Moi, celui-là, je le trouve vraiment hot. C'est peut-être personnellement. C'est un producteur de légumes en serre. Dans ce cas-ci, c'est des laitues. Donc, c'est la serre qui souhaite optimiser ses ressources pour améliorer la qualité de ses laitues, utiliser moins de ressources possibles puis avoir une plus belle laitue au final. Donc, la solution qui a été implantée, c'est de mettre des caméras sur les cobots que vous voyez, puis analyser chaque plant de laitue individuellement en temps réel pour appliquer la quantité d'insecticides ou d'engrais requis. Je vous disais au début, l'IA, ça prend une grosse quantité de données.
pour pouvoir apprendre puis continuer à générer de plus en plus d'informations. Les laitues, c'est un super bon exemple parce que chaque laitue devient une donnée, chaque photo de laitue devient une donnée, puis au fur et à mesure qu'elle grandit, on reprend une nouvelle photo, fait qu'on sait une laitue doit avoir l'air de ça à 1 jour, à 3 jours, à 5 jours, à 10 jours. Puis toutes ces données-là viennent alimenter par la suite la base de données, puis continuent à contribuer à aider le système à apprendre davantage. Donc, chaque plan est répertorié dans le système à chaque fois qu'il y a une photo pour répertorier sa croissance jusqu'à la cueillette. Puis, le système prend aussi, en plus des décisions sur l'insecticide puis l'engrais qu'il met, il prend des décisions en fonction de l'arrosage requis. Selon, est-ce que la plante, dans la base de données de photos, est-ce que la plante a de l'air de manquer d'eau? Oui, on en met un peu, beaucoup, pas trop, ou on en a assez, on n'en met pas. Donc, ça se fait tout automatisé par le système d'intelligence artificielle. Au niveau des résultats, donc réduction considérable de l'utilisation de produits chimiques pour faire pousser les laitues, une bonne réduction de la consommation d'eau aussi, puis ben, au final, des laitues d'une meilleure qualité. Il y a un autre bon exemple aussi qui était déjà passé à Radio-Canada là, quelques années là, avec patate Dolbec, qui est le même principe. Chaque patate a une photo et est une donnée, ce qui fait que ça leur fait rapidement une grosse base de données d'informations. Là, ça, c'est les meilleurs cas pour implanter de l'intelligence artificielle. Nouveau département, donc la maintenance. Exemple d'application d'IA en maintenance, la maintenance préventive. Donc là, on va se baser sur des données qui vont être définies par l'équipementier, sur des capteurs sur l'équipement, sur des statistiques de durée de vie qui vont nous permettre de remplacer ou de réparer l'équipement avant la défaillance prévue. Puis de la maintenance prédictive, où est-ce qu'on va avoir de l'information sur le temps de fonctionnement et des données historiques de cet équipement-là en particulier, puis de prédire quand est-ce que les pièces devraient tomber en panne pour pouvoir ajuster les paramètres de la machine avant, puis allonger le temps de vie de l'équipement. Donc, j'ai un exemple de cas ici pour la maintenance préventive, mais on va y aller plutôt avec l'exemple sur la maintenance prédictive. Donc, le cas ici, c'est Robco qui vend des pièces d'étanchéité pour applications industrielles. Donc, la situation, c'est que toutes ces pièces-là d'étanchéité sont soumises à des fortes un environnement agressif, là, des fortes pressions, ça peut être du chaud, du froid, de la pression, etc. Donc, l'équipement tombe, la durée de vie là, va être influencée beaucoup selon l'environnement dans lequel il est utilisé. Donc, la solution qui a été implantée est en 2 temps, donc une maintenance prédictive sur le temps réel qui rapporte en temps réel l'information sur la machine avec des capteurs installés sur l'équipement, puis une maintenance prescriptive qui va commander les actions d'entretien à exécuter. Ajuster la pression d'eau, resserrer une vis par-ci par-là, s'assurer que peut-être relâcher s'il y a trop de friction. Puis il y a un tableau de bord là, qui est mis en place pour que l'entreprise puisse voir l'ensemble de son flux de processus où est-ce qu'il y a ses pièces. Au niveau des résultats, donc une réduction de jusqu'à 30% des pertes en eau de fuite de l'équipement, un allongement de la durée de vie de l'équipement, puis, ben, c'est sûr, une diminution des coûts de remplacement. Là, plus l'équipement dure longtemps, moins ça coûte cher en pièces de rechange et en temps de maintenance. En temps de remplacement, plutôt. Là. Au niveau de marketing et service à la clientèle, ça, c'est celui qu'on voit le plus présentement. Là. Ça, c'est ce qui touche à l'IA générative. Donc, c'est celui avec lequel on est le plus habitué et qu'on a commencé à implanter l'IA un petit peu plus, qui est plus dans les médias. Donc, des exemples d'applications, les chatbots, les robots conversationnels, tout ce qui touche à améliorer la communication avec notre clientèle, donc des outils d'aide à la rédaction, que ce soit pour vos employés, que ce soit pour écrire des courriels, pour éviter des fautes d'orthographe, ou même pour mettre une espèce de ton éditorial propre à votre entreprise avec des suggestions de réponses pour vos employés là, qui correspondent au ton que vous voulez avoir avec vos clients. Générer des descriptions de produits automatiquement, formuler des recommandations personnalisées, tout ce qui est créer du contenu, texte, visuel, etc., avec un petit budget. Donc, ça, c'est tout ce qui touche du marketing, service à la clientèle. Un cas ici, celui-là que je vous présente, c'est un petit commerce de détail qui est anonymisé, là, qui n'a pas mis son nom, qui a implanté un chatbot. Donc, c'est un petit commerce qui n'a pas des ressources humaines pour avoir un service à la clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implanté un chatbot, puis ils ont pris un chatbot qui était intégré à leur système de CRM, leur Customer Relationship Management System.
pour avoir un accès à l'historique des préférences des achats des clients. Fait que la solution chatbot est capable de savoir le client qui est en train de me parler, il a-t-il déjà acheté chez nous, il achète quoi, etc. Donc, ça permet d'avoir des réponses et des recommandations beaucoup plus personnalisées. Puis au final, l'entreprise a eu une réduction de 30 des demandes d'assistance. Ça, c'est les demandes d'assistance avec une personne en chair et en os, là, qui a été réduite parce que les réponses ont été répondues par le chatbot. Puis une augmentation de 25 du taux de satisfaction des clients. Il y a une fonctionnalité dans le chatbot qui est intégrée pour pouvoir avoir un niveau de satisfaction. Là. Souvent, vous voyez ça quand on parle avec des chatbots sur les sites. À la fin, là, veuillez noter votre niveau de satisfaction avec des étoiles, puis on peut faire des commentaires. Donc, ça, c'est les fonctionnalités qui permettent d'évaluer la satisfaction puis de nous dire un rendement, est-ce que nos clients sont plus satisfaits ou moins. J'ai un autre exemple ici, là, c'est un peu gros cas, je vous le laisserai regarder, c'est Resto Plaisir, là, c'est 12 restaurants, c'est des boutiques, c'est du traiteur, etc., qui a implanté quelque chose aussi, mais eux, là, il y avait leur système de carte de fidélité pour les clients, il y avait tout leur système de récompense employés aussi qui était connecté à ça, ils ont connecté ça à leur Salesforce, etc. Donc, c'est vraiment, les ressources humaines s'en servent, c'est vraiment un gros cas, vous pourrez aller le regarder un peu plus en détail. Au niveau des ressources humaines, exemple d'application en ressources humaines, donc optimiser des horaires. Quand vous avez plusieurs chiffres de travail, quand il y a beaucoup d'employés, donc c'est une bonne façon de tout automatiser ça. Trier des CV. Dans les exemples, c'est écrit sélectionner des candidats. Moi, je vous mettrais peut-être plus présélectionner des candidats. Je ne laisserais pas le système gérer mon choix de candidat, là, mais ça peut faire une bonne présélection. Là, ça peut rentrer directement dans les sites de Isarta ou c'est du Emploi Québec là, qui a leur site aussi, là, puis aller vous pré-trier des CV, puis vous proposer même peut-être des candidats que vous n'auriez pas remarqués, mais qui ont vu des mots-clés dans leur CV qui peuvent être intéressants. Ça peut déterminer des lacunes en matière de compétences. Donc, ça peut évaluer les compétences de vos propres employés à l'interne, puis voir c'est où qui ont des manquements qui pourraient être améliorés. Puis par la suite, ben, ça peut même faire les recommandations en matière d'apprentissage. Fait que ça peut dire, OK, tels employés semblent avoir un manquement dans tel domaine. Peut-être qu'on devrait donner un cours là-dessus, une petite formation à un groupe, ou peut-être qu'il y a une personne qu'on devrait développer parce qu'on a, on a un poste qui est rouge, là, que cette personne-là s'en va, on se retrouve avec un manquement, on va perdre du savoir-faire dans l'entreprise. Donc, là, il faudrait qu'on le passe à quelqu'un d'autre. Ça peut aussi servir à planifier la relève. Donc, ça peut vraiment être utilisé pour plusieurs cas en ressources humaines. L'étude de cas que je vous présente ici, c'est optimisation des horaires. C'est l'Association des employeurs maritimes. C'est le cas au port de Montréal. Donc, les arrivées et les départs des navires, ça n'a pas d'horaire fixe, puis ça se fait tout le temps. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, l'horaire des employés de la main-d'œuvre est généré quotidiennement à 18 heures. Puis c'est difficile pour les ressources humaines de faire des périodes de formation où est-ce qu'on sait qu'on va avoir plusieurs de ces employés-là qui vont être disponibles en même temps pour leur donner une formation. Donc, la solution qui a été implantée prend en compte beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, le trafic portuaire, la météo qui va jouer aussi sur est-ce que les bateaux vont arriver ou pas. La quantité et le type de marchandises qui arrivent, parce que ça va avoir un impact sur le type de compétences que vous allez avoir besoin pour débarquer la marchandise. Puis la solution va proposer un scénario optimal en fonction de la main-d'œuvre que vous allez avoir de besoin, puis qui prend en compte toutes les variables de convention collective, de disponibilité des travailleurs, qui est en vacances, quelles compétences vont être requises pour tel débarquement, etc. Donc, le résultat ici, c'est augmentation de la prévisibilité des opérations de 24 heures à 21 jours. Il me semble que j'ai entendu aux nouvelles qu'ils ne l'ont pas encore mis en place. Je pense qu'ils sont encore en mode test, là. Donc, ils l'ont, là, mais il y a tout un bout d'ajustement. Réduction des erreurs de déploiement de la main-d'œuvre de 30 à 15 qui est devenu à 15 Puis, ben, c'est sûr que là, pour les ressources humaines, c'est plus facile, là, ne serait-ce que pour planifier un peu des horaires de formation puis d'amélioration des compétences. Bon, ça va, je suis correcte dans mon temps. J'ai tendance à parler rapidement, mais j'ai absolument beaucoup de choses à dire en très peu de temps. Le dernier département que je veux vous présenter, c'est celui des ventes. Donc, en exemple d'application pour les ventes, générer automatiquement des rapports sur votre site Web, générer des prospects, prédire des ventes, collecter des données, améliorer les flux de travail. Ça, c'est tous des exemples qui peuvent aider votre département de vente.
Une étude de cas ici pour optimiser la prospection de clients, c'est Centraide. Je ne vous le lirai pas toutes, là, mais celui-là est intéressant pour les gens qui font de la prospection de clients là, parce que il y avait tellement de variables. L'idée, c'était Centraide qui essayait de trouver c'était qui les bons donateurs, puis de faire des listes. Fait qu'ils savaient c'était quoi leurs critères de bons donateurs, puis ça leur donnait des listes. Ils ont tout automatisé pour que leurs employés aient juste des listes à appeler. Mais ce que le système a fait en plus, c'est que le système il a fait du deep learning, là, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres variables qu'on Centraide ne connaissait pas qui étaient recoupées souvent pour les bons donateurs, puis ils leur ont sorti des noms d'entreprises qui avaient un bon profil pour faire des dons qu'ils n'auraient pas pensé. Donc, ils se sont retrouvés avec non seulement la liste de ceux qui avaient déjà un peu visé, mais d'autres qui n'auraient pas du tout pensé qu'il y avait des bons résultats aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Mais celui que je voulais vous présenter, c'est prédiction des ventes. Donc, ici, c'est SBI, c'est un fabricant de foyers, système des ventes. Donc, l'entreprise se fiait juste aux prévisions de son équipe de vente. C'est la règle du pouce là, avec l'expérience pour prévoir les ventes à venir à chaque année, les commandes, les fabrications, etc. Puis là, elle voulait pouvoir mieux prévoir son inventaire en identifiant c'était quoi exactement les variables qui avaient un impact sur les ventes. Fait qu'il y avait des idées, mais ils n'étaient pas validés scientifiquement là, de façon fiable, à savoir que oui, ça a vraiment un impact. Puis l'idée, c'était de trouver la bonne combinaison de paramètres. Mais eux, ils voulaient avoir les deux en parallèle. Ils voulaient avoir ce que le système prédit, mais je veux aussi voir qu'est-ce que mon équipe de vente prédit en même temps. Puis ne serait-ce que pour aider mon équipe de vente à peut-être améliorer leur propre prédiction aussi de règles du pouce. Donc, la solution, elle a été développée avec deux types de prédictions, les nombres de commandes à venir puis le nombre de transactions qui seraient complétées avec succès. Puis, ça prend en compte beaucoup de données externes. Je vous disais au début, ça peut prendre des informations de sources internes et externes. Dans ce cas-ci, on est allé chercher les deux. Donc, des infos de Statistique Canada, comme le revenu moyen dans cette région-là. Des infos de météo aussi Canada, parce que ça a un impact important. Quand il neige, on est tous intéressés à avoir un foyer, puis à se rappeler qu'on n'a pas mis nos pneus d'hiver. Donc, ça, c'est d'autres données aussi qui sont allées regarder. Fait qu'ils en ont testé un paquet pour voir lesquels qui avaient vraiment un impact. Puis, ils ont fait un tableau de bord interactif qui permettait aux employés de voir c'est quoi les prévisions du système, puis c'est quoi que les employés, eux, avaient prévu, puis de comparer, puis voir c'était quoi les bonnes combinaisons de paramètres. Donc, la précision des prédictions est passée de 50 à 85 ce qui est quand même bon, là. 50 cents de prédiction, 50 de prédiction, c'est je pitch un 25 cents dans l'heure, puis j'ai autant de chances que moi qui prédis, là. Donc, 85 ça commence à être plus intéressant. Puis la prédiction à court terme est encore meilleure, avec une précision de 93 si c'est fait un mois à l'avance, alors que l'équipe de vente arrivait à 85 pour un mois à l'avance. Voilà, donc ça, c'est par département. Ensuite, intégrer l'intelligence artificielle une étape à la fois. Comment manger un éléphant à la bouchée? Donc, je vous ai mis des étapes. L'idée ici, c'est pas, tu sais, je suis pas experte en accompagnement d'intégration d'intelligence artificielle, puis vous autres non plus. L'idée, c'est pas de vous faire devenir expert là-dedans. L'idée, c'est que si vous voulez accompagner soit votre champion à l'interne à le faire, ou vous voulez choisir un consultant ou aider une entreprise, si vous êtes un premier de première ligne, aider une entreprise, ben c'est juste de vous donner une idée générale, globale de ça va être quoi toutes les étapes pour pouvoir avoir une bonne idée de ce que vous allez devoir faire. Puis après ça, ben, au moins, ça peut vous aider à choisir un consultant à suivre. C'est où vous allez voir qu'il risque peut-être d'avoir des écueils chez vous. Donc, la première étape pour intégrer l'intelligence artificielle dans une entreprise, c'est d'avoir fait son virage numérique. Donc, une entreprise qui fonctionne avec des données sur papier, qui ne sont pas numérisées dans un système, donc les données ne sont pas disponibles de façon informatique, ne pourra pas implanter l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est la première étape, faire son virage numérique. Point barre. Fait que la deuxième étape, après ça, mettons que vous l'avez faite, ça va être d'évaluer, ça va être quoi vos besoins. Donc, analyser c'est quoi les processus que vous avez actuellement, puis identifier où est-ce que l'IA pourrait apporter des améliorations significatives. C'est où vous allez avoir des plus grosses retombées pour le moins d'efforts possible. Donc là, il y a différentes étapes. La première, ça va être de dresser un inventaire des données que vous avez actuellement chez vous. L'image que j'ai mis là, c'est pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet inventaire de données-là. C'est quoi vos types de données que vous possédez actuellement?
sont stockées où? Est-ce que c'est des données fiables? Est-ce qu'ils ont une bonne qualité? Est-ce qu'ils sont à jour? De quelle façon est-ce que vous les avez connectés? Parce que là, ça va avoir collectés, parce que là, ça peut avoir un impact aussi sur aux besoins d'intégration avec d'autres systèmes, s'il y a des API qui vont être nécessaires. Puis après ça, tout ce qui va être relié à la sécurité, à l'importance, puis à la portée, là. Qui est-ce qui utilise ces données-là? Donc, première étape pour évaluer ses besoins, dresser un inventaire des données. Ensuite, dresser un inventaire des rapports. Donc, c'est quoi les rapports que vous utilisez actuellement? C'est quoi les rapports que vous aimeriez avoir, puis que vous ne pouvez pas avoir parce que vous n'avez pas de données? C'est quoi les IRC, c'est KPI là, en français. Donc, c'est quoi les KPI que vous utilisez ou que vous aimeriez avoir? Puis les systèmes que vous utilisez aussi. Donc là, encore une fois, ça va vous donner une bonne idée. C'est quoi les systèmes qui sont importants? C'est lesquels qui vous donnent des données fiables, puis c'est lesquels que ça vaudrait la peine qu'il y ait une capacité d'intégration avec le système d'IA que vous allez choisir. Ensuite, vous allez créer un flux de données. Fait que de la même façon qu'on crée un flux de processus de vente, là, puis qu'on prend son client, puis on regarde partout où est-ce qu'il se promène dans notre entreprise de son premier contact jusqu'au service à la clientèle après-vente, là. Vous allez faire la même chose, mais pour des données. Donc, les données rentrent où? Ils s'en vont dans quel système? Sont entreposés comment? Et c'est qui va aller les utiliser, etc. Est-ce qu'il y a des copies, etc. Donc, c'est vraiment un flux de toutes vos données. Ensuite, vous allez voir, troisième étape, c'est quoi vos capacités existantes? Donc, c'est quoi les technologies que vous avez actuellement? Puis c'est quoi les systèmes que vous utilisez actuellement? Puis ça, pour chacun des départements de votre entreprise. Parce que c'est pas tout le monde qui utilise les mêmes choses. Il y a peut-être des doublons. Puis là, ça se peut qu'il y ait des connexions là, qui soient compliquées. Parce que ça va vous donner votre niveau de complexité déjà là. Quatrième étape, saisir les bonnes opportunités. Fait que là, il n'y a pas y a pas de magie, là. Je vous ai mis plutôt des pistes de réflexion pour pouvoir trouver c'est quoi une bonne opportunité. Une première piste, ça va être de s'entourer de gens qui non seulement connaissent l'intelligence artificielle, mais qui connaissent aussi votre industrie. Donc, ça va vous aider. C'est pas obligé d'être la même personne, là, mais au moins, si vous prenez une équipe, assurez-vous qu'il y a quelqu'un qui connaît l'IA, puis il y a quelqu'un qui connaît votre industrie spécifique. Ensuite, on va définir des critères de ce qui va apporter une valeur à votre entreprise versus ce qui va ajouter de la complexité. Donc, on se fait un petit tableau là, à 4 cases là, de peu de valeur, beaucoup de valeur, peu de complexité, beaucoup de complexité. Puis l'idée, c'est de trouver les projets où est-ce qu'il y aurait beaucoup de valeur et peu de complexité. C'est par là qu'on va commencer pour avoir un bon ROI. Ensuite, ben, cartographier tous vos processus aussi qui risquent d'être affectés, puis cibler c'est où qui aurait probablement le moins d'impact si on implantait un système d'intelligence artificielle, que ça ne change pas trop le travail de nos gens, ça ne change pas trop nos systèmes actuels, puis ça va être plus smooth à intégrer. Donc, ça, c'est une bonne idée aussi de savoir quel genre d'opportunité risque d'avoir des retombées rapidement et intéressantes. On cherche ceux-là en premier parce que c'est de la gestion du changement, puis les gens, ça ne va pas leur tenter de faire ça. Fait que plus ça va être facile, puis plus on va avoir, ils vont voir une retombée positive sur leur travail, bien là, plus ça va être facile après d'aller implanter ça un peu partout parce qu'ils vont déjà comme adhérer au principe. Ensuite, bien, planifier. Donc, on va se monter idéalement un business case pour implanter une solution d'intelligence artificielle. De la même façon que si vous vouliez acheter un équipement, là, si j'achète un équipement, combien ça me coûte, c'est quoi mes opportunités versus si je ne l'achète pas, combien ça me coûte actuellement, puis c'est quoi mes problématiques en regard de ça. Ça va vous permettre aussi d'avoir des données là, quantifiable si vous devez le vendre à un supérieur, à un boss en haut, là, le projet. Donc, ça, c'est une bonne façon aussi. Puis désigner un champion ou mettre en place un comité de supervision pour planifier toute la suite pour la mise en place. Ensuite, minimiser le risque du projet. Quelques petits conseils. Donc, on débute avec un projet simple avec une forte valeur ajoutée. On a une approche itérative. On n'automatise pas tout le processus au complet, on le fait par petites étapes, comme le cas que je vous parlais au début de Mirage. Son nestage, il avait commencé un petit peu par ses robots, puis là, il voulait augmenter pour éventuellement se rendre à 100 mais ce n'est que le processus de nestage, puis il l'a découpé en petits morceaux. Donc, ça, c'est une bonne façon aussi de minimiser le risque. Puis bien, c'est sûr que de se faire accompagner par un expert, ça diminue le niveau de stress interne. Faire un montage financier. Ensuite, attribuer l'équipe et la technologie qui va être nécessaire à votre projet. Donc, souvent, on pense que
Ben, en fait, on le sait pas parce que c'est assez nouveau, là. On se dit l'intelligence artificielle, c'est comme une grosse boîte noire là, qui va implanter ça dans mon entreprise, puis je vais rentrer de quoi, puis ça va sortir, puis ça va être fait. Mais en réalité, l'IA, c'est à peu près 20 de la solution. Puis un paquet d'autres infrastructures, puis besoins, puis de choses à gérer autour de ça qui vont être nécessaires. Euh, L'IA, c'est basé sur des données. Donc, ces données-là, vous allez les héberger où? Vous allez les sécuriser comment? Il passe dans quel système? Il faut que je connecte quel système à cette solution d'IA-là pour que ça fonctionne. Après ça, les données qui vont sortir au début, je vous disais, ça prend un délai d'avoir un ROI au début parce que les données qui sortent ne sont pas nécessairement viables et fiables. Il faut que quelqu'un les lise, puis regarde si ça fonctionne, puis les valide, puis ajuste la machine. Donc, il faut vérifier, il faut avoir un autre processus au bout pour tout s'assurer qu'on a des données là, qui font du sens puis qui vont évoluer avec le temps. Donc, on a un paquet d'autres technologies puis personnes qui vont être nécessaires pour pouvoir implanter ça. Il faut y penser. Puis, ben, les 4 dernières étapes, là, ça s'applique pas mal à tous les projets. Donc, former son monde, mettre en œuvre un pilote, faire des évaluations et ajustements, puis gestion du changement. On a bien beau dire que c'est de la technologie, mais on reste de l'humain qui gère de la technologie. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des défis là, de changement organisationnel avec la communication, avec vos RH là, qui vont devoir être pris en compte. Ensuite, une petite information sur acheter ou développer. Je crois que j'ai pris ce tableau-là de la BDC. Donc, c'est vraiment là, avantage, inconvénient pour acheter ou développer. Ça peut vous donner une petite idée de ce qu'il y en a. Il y a des solutions aussi hybrides, là, vous pouvez acheter puis personnaliser un petit peu plutôt que de partir de zéro là, en fonction de vos besoins, en fonction de où est-ce que vous êtes rendu dans votre processus. Là. Est-ce que vous venez juste d'être zéro papier ou vous avez déjà comme commencé à implanter des systèmes automatiques qui se parlent et qui sont connectés. Vous êtes déjà à l'industrie 4.0 chez vous, là. Donc là, ça va avoir un impact aussi. Ressources. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est la première section. Je trouve ça bien le fun, mais en tout cas, c'est peut-être moi qui m'excite toute seule. Là, mais je vous ai mis un paquet de solutions à bas prix qui sont plus dans le acheter tout fait, qui s'appliquent davantage à des PME. Puis je les ai classées par les mêmes départements pour lesquels je vous ai présenté les études de cas au début. Donc, pour chacun des départements, je vous ai mis des exemples d'outils. C'est pas exhaustif, là, mais il y en a quand même pas mal. Puis quand vous allez recevoir le PDF, là, tout ce qui est en bleu, c'est des liens cliquables. Donc, ça vous amène directement sur le site. Puis ce que je vous ai fait, c'est que j'ai mis un petit résumé un peu de qu'est-ce qu'il y en est, à quoi ça sert, c'est quoi les spécificités de chacun, là. Fait que, parce que sinon, vous auriez un document de 10 pages toutes mêlées, là. Fait que je les ai classés par département. Donc, ça, c'était l'administration. Ensuite, vous avez la même chose pour chaîne d'approvisionnement, inventaire, des solutions déjà existantes avec souvent, là, ça va être des systèmes SaaS qu'on paye par mois. Donc, c'est facile à budgéter et c'est pas trop cher. Au niveau du marketing, là, il y en a beaucoup. J'ai fait des sous-catégories. Fait que tout ce qui est chatbot, service à la clientèle, vous avez des exemples. Tout ce qui est rédaction, optimisation de contenu. Il y en a beaucoup. J'ai pas mis ChatGPT parce que là, c'est ceux-là que tout le monde connaît. Là. Je suis allée plus avec d'autres qu'on connaît moins. Tout ce qui touche encore en marketing, mais réseaux sociaux, création visuelle et auditive. Fait que là, j'ai redécortiqué avec création d'images, création de vidéos, création d'audio, puis création de site web. Perso, je ne créerai pas mon site web avec un logiciel d'IA, là, mais juste pour vous dire que ça commence, ça s'en vient, puis il va y avoir des choses de plus en plus intéressantes là, au fur et à mesure que le temps va avancer puis qu'on va les développer. Après ça, au niveau des ressources humaines, quelques exemples. Au niveau des ventes, de plus en plus, les CRM, ils intègrent de l'intelligence artificielle dedans. Puis, j'ai rajouté une catégorie qui était sécurité. Là, je trouvais ça intéressant aussi. Il y avait quelques logiciels en cybersécurité là, qui intègrent de l'IA qui peuvent pas gérer toute votre cybersécurité, là, mais peut-être vous donner un petit niveau de plus, le niveau Ninja 1, mettons. Là. Après ça, outils et formations. J'ai regroupé quelques outils. L'idée, c'était pas de vous faire une avalanche de là, j'ai outils, j'ai financement, j'ai expert, consultant. C'est ça, je ne veux pas vous faire comme une avalanche, c'est juste pour vous partir un peu là, selon ce que vous avez besoin, puis vous aider à chercher qui risque d'avoir ça. Mais le premier est particulièrement intéressant, c'est un outil d'autodiagnostic de Vitrine Québec.
qui est géré par le Forum IA Québec. Vous remplissez le petit questionnaire là, très rapide. Toutes les données sont traitées de façon confidentielle, puis ça vous donne à la fin un benchmark de où vous en êtes par rapport aux autres entreprises au Québec qui ont complété le formulaire. Fait que vous, en complétant le formulaire, vous alimentez la base de données du benchmark, mais vous avez quand même une bonne idée d'où est-ce qu'en est votre maturité en termes d'intelligence artificielle. Puis ça va vous donner aussi des conseils sur comment passer à des étapes suivantes. Donc, ça se fait rapidement, puis ça peut déjà donner une bonne idée de où est-ce que je m'enligne. Un petit guide de démarrage. Il y a Programme Activation IA là, qui a démarré cet automne, première cohorte, 26 septembre, par le CRIM Technologia Technocompétences. Puis je vous ai mis aussi un petit webinaire sur l'IA que l'ADRIC avait fait. Il y a un témoignage intéressant de l'entreprise La Place là, qui est dans ce webinaire-là. Vous pouvez y accéder comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, en cliquant sur le petit lien bleu. Au niveau du financement, là, ça peut passer par plein de types de programmes, l'intelligence artificielle. J'ai mis vraiment ceux-là qui étaient spécifiques à l'intelligence artificielle. Prompt, Scale AI, les visites du Paris CNRC aussi qui peuvent s'appliquer. NextGen, il y en a qui c'est des programmes à long terme. NextGen, lui, il fonctionne par appel à proposition. Fait que là, j'ai mis ceux qui étaient en cours pendant que je faisais le document, mais vous pourrez aller revoir, ça change régulièrement. Il y a un crédit d'impôt aussi qui existe. C'est pas exhaustif, mais ça vous donne déjà une idée de regarder. Des organismes d'aide qui vont être plus neutres qu'un consultant. Donc, les quatre plus gros, c'est sûr que le CCTT, c'est une bonne place pour commencer, le CCTT en intelligence artificielle. Le CRIM, il y a mis là. Vitrine IA Québec, c'est eux que je vous disais au début qui ont fait le benchmark, l'autodiagnostic de maturité. Mais si vous allez sur leur site, ils ont aussi un moteur de recherche pour avoir des idées d'aide financière, des consultants, d'autres experts. Fait que là, eux, c'est assez exhaustif leur liste. Fait que vous pouvez aller regarder sur. Il y a le site de Vitrine IA Québec, puis le site où est-ce qu'il y a tous les répertoires, c'est ia.québec. Et ensuite, quelques consultants. Je vous ai mis, j'ai 2 slides là, de consultants. Fait que ceux qui sont dans les études de cas que je vous ai présentées sont là, mais j'en ai mis d'autres un peu partout que j'ai trouvé dans le Québec. Puis ils sont pas mal tous au Québec, sauf 2 que j'ai trouvés qui étaient dans des industries spécifiques, puis qui sont touchés directement par les ERAC, là, les 14 ERAC pour lesquels on a fait ce travail-là. Donc, je les ai mis. Donc, vous les avez ici, 2 pages. Puis, comme je vous disais à la fin, toutes les sources pour la documentation qui vous a été présentée. Mon prof de méthodologie se tirait une balle de voir que j'ai fait ça, mais mon idée, c'était vraiment que ça soit un document pour les PME. Là. Je ne voulais pas vous donner un document lourd où est-ce que les sources sont citées, puis que vous avez des petits 1 puis des sources à tout bout de champ. Là. Dans le document, l'idée, c'est d'alléger le plus possible pour que vous puissiez intégrer l'information. Fait que si vous voulez aller voir un peu plus loin à la fin, toutes les données sont là. Donc, voilà. Je peux essayer de partager mon écran. J'ai fait le tour. Il nous reste 10 minutes pour des questions. Puis, moi, j'ai du temps pour rester après aussi. Là, s'il y en a qui ont plein de questions, je peux rester sur l'heure du dîner. Merci, Catherine. C'est très, très, très instructif là, comme présentation et très exhaustif aussi. J'imagine, on a déjà des questions dans le Q&A. Catherine, est-ce que tu y as accès? Donc, dans le fond, il y en a dans Open, dans Answer. Clara, est-ce qu'ils sont toutes répondues? Oui, ils sont toutes répondues. J'ai laissé ceux Parfait. dans Open, ceux qui s'adressaient à Catherine. OK. Donc, Catherine, je te laisse les regarder. C'est bon, tu y as accès? J'en vois une. Ouais. Il y J'utilise a... ChatGPT, c'est ça? Cédric Darbon. Oui, Pour exactement. différentes tâches de charge de projet, calcul de budget, analyse des risques et de menaces, j'ai eu des débuts pas vraiment concluants, mais en affinant mes demandes et en jouant avec la mémoire, j'ai réussi à me soulager grandement pour certaines tâches de chargé de projet. D'après vous, est-ce une utilisation pertinente de ChatGPT ou ce n'est pas le bon type d'IA pour ces tâches? Je crois que ma première lecture de ChatGPT, ça serait probablement que ça s'est amélioré quand vous êtes allé peaufiner. Tu sais, là, depuis quelques mois, là, on est capable d'aller se créer une espèce d'algorithme personnalisé là, qui dit quel genre d'information qu'on veut exactement. Moi, je n'aurais pas utilisé ça. En fait, ChatGPT, là, le gros avantage ou des sites comme Perplexity, là, comme des moteurs de recherche avec l'intelligence artificielle, le gros avantage, c'est les gens, pour faire des recherches comme en vraies phrases humaines, là, moi, quand je vais dans Google,
je pose pas une question, tu sais, pouvez-vous me trouver un exemple de feuille de calcul? Moi, je parle en veilleur, tu sais, je parle en fichier Excel, là, je parle avec des mots-clés, des opérateurs booléens, donc j'ai des bons résultats. Les gens qui ne connaissent pas ces trucs de recherche-là, je pense que les moteurs de recherche avec les AI deviennent très intéressants parce que là, on peut poser des questions humaines, puis le robot comprend là, dans son algorithme qu'est-ce qu'on veut dire un petit peu plus, puis bypass ce que les opérateurs booléens nous permettent de faire, c'est de bypasser les algorithmes forcés, là. Donc, c'est peut-être plus pour ça. Si ça fonctionne bien pour vous, puis vous trouvez des pistes, je trouve ça le fun. Moi, comment je l'utilise, c'est plus, je pose des questions, je ne regarde pas tant les réponses que le bouton source. Puis là, je vais cliquer sur les différentes sources pour voir, de un, si je connaissais cette source-là, puis s'il y a d'autres choses là, que ça pourrait m'amener ailleurs. Mais, tu sais, analyse des risques et des menaces, il y a quand même de l'importance là-dedans pour votre entreprise. Là, fait que je pense que c'est une bonne base de débroussaillage, mais sur les trucs avec un niveau de risque plus élevé, là, ouais, je m'en servirais comme première étape. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Quelle est la confidentialité des données, par exemple, dans les données transmises dans ChatGPT Entreprise? Oh là, je ne pourrais pas vous répondre. Honnêtement, ce n'est pas ma force. Je ne serais pas capable de vous... Ben, tu sais, je pourrais vous répondre, mais ça ne serait pas fiable. Fait que je pense que je vais laisser peut-être s'il y a quelqu'un là, après coup, là, quand on aura fait toutes les questions qui s'y connaît un peu plus en AI et non en veille, qui pourra répondre à ça. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon AI? Est-ce qu'il y a des périodes d'essai? Dans tous les outils que je vous ai mis, des solutions à bas coût, c'est des SaaS, là, Service as, non, je ne suis plus trop là. En tout cas, c'est basé sur Internet, donc on paye par mois, puis c'est hébergé dans le cloud. Vu que c'est par mois, souvent, il y a toujours des options gratuites. Ceux qui sont très gros, très, très avancés, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais là, moi, ceux que je vous ai fournis, c'était des trucs, c'était des logiciels où est-ce que c'est vraiment disponible en période d'essai. Mais quand vous l'ouvrez, il faut que vous dites, parce que la période d'essai, des fois, c'est 14 jours. Là. Fait que, assurez-vous de commencer le jour 1 quand vous savez que vous avez 14 jours devant vous pour le tester de tout bord, de tout côté, là, parce qu'après 14 jours, ça va être fini. Liste des CCTT, oui, il y en a plusieurs autres, en effet. Vous pouvez aller voir, il y a un organisme là, qui gère toutes les CCTT au Québec. Au niveau de la sécurité des données ou de nos documents, y a-t-il des enjeux si nous partageons de nos documents corporatifs dans un AI tel que Copilot? Copilot, c'est Microsoft. J'aurais tendance à vous dire que vous payez pour votre abonnement Microsoft, fait que ça devrait être correct, mais il me semble que j'ai lu récemment que Microsoft prenait des données qui étaient alimentées dans nos trucs pour pouvoir alimenter leur propre base de données. Donc, toujours se garder une petite gêne. Là-dessus, moi, la sécurité des données, il ne faut pas niaiser, là, je demanderais vraiment à un expert en sécurité qu'est-ce qu'il y en est. Parce que ça fait déjà, je pense, pour alimenter tous les outils génératifs, vous avez dû entendre, là, comme les chats GPT de ce monde, les OpenAI, etc., ils avaient besoin de données écrites par des humains, puis ils sont arrivés à la fin des données, il y a déjà quelques années. Fait que là, ils n'ont plus de données pour alimenter leur logiciel, pour apprendre. Fait que là, il y a plein d'affaires louches qui commencent à se passer pour aller chercher des données, pour avoir un petit peu plus de pour voir que le système continue à apprendre. Là. Fait que là, ça peut devenir des petits bouts en espionnage. Toi, Catherine, quels sont les outils AI que tu utilises, IA que tu utilises, excusez, je le dis en anglais? Ben moi, c'est sûr que j'ai un chat GPT payant là, que j'utilise, mais j'avoue que j'ai déjà essayé des outils aussi, là, j'en essaie de temps en temps, là, Perplexity, des choses comme ça. Mais j'avoue que je m'en sers présentement surtout pour trouver des nouvelles sources d'infos. Moi, j'ai beaucoup de trucs de recherche, là. J'utilise énormément les opérateurs booléens, là, mais vous devrez voir mes alertes Google sont longues comme le bras. Là. Donc, c'est sûr que comme quand on connaît tous ces trucs-là, les résultats qu'on a sont encore mieux que le AI quand on connaît les trucs, mais il faut que je me garde à jour parce qu'à un moment donné, ça ne sera plus le cas.
Dans le fond, on pourrait se servir de ChatGPT pour nous aider à trouver des IA qui pourraient être pertinentes pour le type de tâche qu'on souhaite effectuer. Euh, oui, exactement. Excusez pour le délai de compréhension de la question. Ce que je comprends, c'est vous cherchez des outils, vous pourriez aller dans ChatGPT pour trouver des exemples d'outils. C'est une super bonne façon. Puis vous pouvez même, une fois que vous en avez trouvé, il va vous en sortir. Moi, des fois, je fais ça, là, je cherche quand je cherche des études de cas ou des entreprises. Là, il me sort comme 10 entreprises. Je vais regarder les entreprises une par une. Puis là, j'en trouve 3 qui sont exactement comme je veux. Et là, je repose la question en me disant, trouve-moi des concurrents à ces 3-là, particulièrement. Puis là, ça peaufine la recherche. Puis là, je trouve des choses encore plus pertinentes. Donc, c'est vraiment de faire un entonnoir. Software as a service. Merci beaucoup. SAS. Donc, ça, c'était quelqu'un qui m'aidait dans le Q&A. Euh, Frank Hosselman, pour info, Jan.ai permet de fonctionner des AI localement sur des ordinateurs sur le réseau local de l'entreprise. Ah, ça, j'imagine que ça doit répondre à la question de la sécurité des données dans Copilot. Si vous êtes capable d'installer un logiciel, par exemple GenAI, sur votre réseau local en réseau fermé, vous n'aurez pas le problème de la sécurité des données. Donc, j'imagine que Frank Hosselman travaille en sécurité des données, là, vaut mieux demander à quelqu'un. Allons-nous recevoir une copie de la présentation automatiquement? Ça ne sera pas généré par AI, ça va être envoyé, je ne sais pas si ça va être votre ERAC qui va vous En l'envoyer. fait, oui, ben, la présentation, chaque ERAC là. Donc, moi, je vous suggère fortement de communiquer avec les ERAC, là, parce que là, nous, la Naudière économique, on est hôte du webinaire, mais on va s'occuper des demandes de notre région. Donc, chaque ERAC va avoir la présentation. Vous allez pouvoir leur faire la demande. Et si vous ne connaissez pas votre ERAC, ben, faites Espace régional d'accélération de croissance avec le nom de votre région, puis vous allez pouvoir le trouver. Sinon, communiquer avec Clara, puis on va vous faire des mises en relation. Là, ça va nous faire grand plaisir. Il y Vous avait allez d'autres sur le questions aussi, site je de sais. la MIR, dans Région, Oui. vous allez cliquer sur votre région, puis vous allez avoir les coordonnées de votre ERAC aussi. Qui est, Catherine, je vais refermer mon micro, mais il y a 2 autres questions juste un peu plus tôt qui ont été posées, qui n'en ah, sont pas répondues. Puis remonte juste un petit peu, juste pour être sont-ils dans le Q&A ou dans le chat? dans Je le peux peut-être Q&A te les avant lire. celle de Franck. Oui, Clara, donne-moi un Je vais petit. te la lire. Merci. Donc, est-ce que les PME sont stressées de partager leurs données sur Internet via l'AI sur Internet? Est-ce qu'elles recherchent des solutions que l'on peut déployer en local pour éviter de partager leurs données? Ben là, à ce que j'ai compris, la réponse de, c'était quoi le site là? JAN.ai. C'est une solution de AI qui fonctionne localement, donc vous ne partagez pas vos données sur Internet. Après ça, stressé de partager vos données. C'est sûr que tu sais, vos données, on s'entend là, qui sont un peu partagées déjà, là. Après ça, ça va être de les sécuriser puis de vous assurer que vous avez fait des démarches pour respecter la loi de protection de confidentialité des données, puis que vous ne vous faites pas hacker, là. Il y a un dossier qui a été réalisé d'ailleurs sur la cybersécurité des PME qui peut vous en donner un petit peu plus, là, mais c'est un des plus gros enjeux, la sécurité des données, là. Vous ne serez jamais bulletproof là-dessus. Puis je pense pas que la solution, c'est d'éviter puis de faire l'autruche puis de dire, ah, moi, je touche pas à ça parce que c'est trop dangereux. Là. Je pense que ça va être une gestion du risque. Euh, si vous commencez pas en automatisant toutes vos données en AI, en cloud, vous n'aurez pas ce problème-là. Là. Vous pouvez dire, ben moi, ça va être dans mon calcul de ROI, quelle solution je fais en premier, puis je veux que ça soit des données qui soient pas à un haut niveau de risque de partage. Ça serait une bonne idée de dire, je vais commencer avec ces données-là. Puis au moins, je ne gérerai pas ce stress-là. Là. Quand que je serai rendu plus gros puis que j'aurai grandi, que je pourrai me payer un TI à l'interne, là, un geek là, qui va me régler ça, on passera aux autres étapes. Là. Euh, Hmm, Clara, je vais oui, poser l'autre question parfait. anonyme, mais juste avant, il y a M. Simard là, qui demande au Saguenay, est-ce qu'on a un ERAC? Oui, vous avez un ERAC qui s'appelle Innov02. Sarah et Stéphane, malheureusement, ne peuvent pas être avec nous ce matin, mais oui, ils sont là. Donc, Dominique, si vous ne trouvez pas, communiquez avec Clara, on va pouvoir mettre en relation avec eux. Donc, il y a bien un ERAC dans chaque région du Québec, je vous rassure. Il ne s'appelle pas toujours Euh, ERAC, mais il existe. oui, exactement. Donc, je te pose la question. Catherine, je ne sais pas si ma question est trop pointue, mais j'aurais envie de commencer mon aventure IA avec ça.
Si j'opère une boutique en ligne, est-ce qu'une IA pourrait m'aider à mettre mes prix à jour avec des listes de prix de mes fournisseurs? Euh, Ben, ça me semble être une option quand même de base. Ça me semble être un bon point de départ, là, parce que vous avez déjà l'information, vous savez où elle s'en va en ligne, puis vous savez d'où qu'elle vient, vos listes de prix fournisseurs. Ça peut être soit vous qui l'alimentez ou ça peut être votre fournisseur aussi qui l'a quelque part. Donc là, c'est juste d'intégrer. Je ne sais même pas si à ce niveau-là, c'est de l'AI, là. Je pense que ce n'est que de l'intégration de système pour que les données passent d'un système à l'autre automatiquement. Mais ce serait une bonne piste pour commencer à jouer là-dedans, là, ne serait-ce qu'en transformation numérique, là. Oui, je confirme, effectivement, ça existe ce genre de système-là, puis c'est pas nécessairement avec l'AI, là. Il y a des fournisseurs dans toutes les régions à peu près qui optimisent des boutiques en ligne pour les gens qui ont des nouvelles boutiques, là. Donc, puis si vous ne trouvez pas les ressources, n'hésitez pas à communiquer avec votre ERAC, on est là pour ça. On est comme au centre de tous nos écosystèmes. Donc, on connaît les conseillers, on connaît les fournisseurs, donc on va vraiment pouvoir vous aider. Là, moi, je ne vois pas de nouvelles. Ah, oui, dernière question. Savez-vous avec quel IA ou quel système pourrait nous aider avec ça? Ah, ben, c'est une suite de la question que tu viens de dire. Moi, je ne connais pas quel genre de système, là. Je ne suis pas spécialiste en boutique en ligne, là. Je ne sais pas si Catherine, tu as une idée. Non, moi, je commencerai à appeler un CCTT, un centre collégial de transfert, là, ça va être peut-être eux qui vont être plus capables de vous le dire, ou bien votre ERAC, là. Moi, c'est Là, ça, je vois j'allais dire, communiquer avec votre ERAC qui va ouais, trouver avec quel que CCTT ou CCTT quel va genre vous aider. d'organisme. Oui. Puis là, il y a quelqu'un qui, José Francoeur, la Mauricie n'est pas dans la liste des régions. Non, écrivez-leur, ils ont débarqué l'année passée parce ils voulaient prioriser d'autres projets, là. Fait que contactez-les. Il y a un ERAC, ils sont juste pas dans la mire. Harcelez-les là, pour leur dire de revenir dans notre gang des 14. C'est Économie du savoir Mauricie, au niveau José, au niveau de la Mauricie, votre ERAC, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Ben, ça nous fait plaisir. Vous nous remerciez, là. Merci, ça fait grand plaisir. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions vite, vite. Est-ce qu'il y a des mains levées, Clara? Non, aucune. Ben, moi, je dirais juste surveillez vos prochains envois d'ERAC parce qu'il va y avoir un autre dossier comme ça qui s'en vient sur le développement durable appliqué aux PME et aux communautés. Oui, et on planifie aussi faire un webinaire commun là, de partout au Québec avec Catherine. Donc, évidemment, surveiller les différents ERAC et les médias sociaux, ça va être annoncé à tous. Ben, merci beaucoup, Catherine, là, pour la super présentation et d'avoir fait le dossier de veille, oui, pour les ERAC. Et à tous les participants, vous allez recevoir un sondage de satisfaction pour nous permettre de s'améliorer et tout ça et d'avoir aussi peut-être des idées de sujets pour d'autres présentations communes comme ça. Alors, je vous souhaiterais bon appétit, il est 12h05. Merci Merci beaucoup. à Au tous. revoir. Bye bye.